Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Périscope sur Burkina Info. Mode d'organisation d'un pays dans lequel le pouvoir est exercé par des représentants de la population, généralement élus, et où le chef d'État n'est pas héréditaire et n'est pas le seul à détenir le pouvoir, la République est, en 2021, la forme de régime politique la plus répandue dans le monde, apprend-on sur l'encyclopédie Wikipédia, qui précise que selon Perspective du Monde, sur 197 pays, 152 sont officiellement des républiques. À l'image de la Haute-Volta, devenue Burkina Faso, proclamée le 11 décembre 1958. C'est de cette république, déjà renouvelée à 3 reprises et en passe de l'être à nouveau, que je vous propose de parler aujourd'hui avec mes invités. Et mes invités, c'est d'abord Pierre Claver-Yen, le maître de recherche en histoire. Bonsoir. Bonsoir. Titulaire d'un doctorat de l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne sur le jeu des frontières en Afrique occidentale, 100 ans de situation conflictuelle au Burkina Faso actuel, 1886-1986, Pierre Claver-Yen est spécialiste d'histoire politique et des relations internationales à l'Institut des sciences sociales du Centre national de la recherche scientifique et technologique CNRST, où il a dirigé le département sciences juridiques, politologie et histoire pendant 13 années. Chargé de cours des universités publiques, il est en outre auteur de nombreux articles publiés dans des revues en Afrique, en Europe et aux États-Unis. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur le plateau de Périscope. Mon deuxième invité s'appelle Wilfried Zumdi, il est juriste constitutionnaliste. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et conseiller au ministère des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, Wilfried Zumdi a assumé la fonction de député du Conseil national de transition, vice-président de la Haute Cour de justice et membre du Conseil national des OSC, organisation de la société civile. Il a également participé à l'élaboration de la Constitution de la Ve République, restée jusque-là dans les cartons. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur le plateau de Périscope. Merci. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir. C'est le 158e numéro de votre émission Périscope que j'ai le plaisir, et j'espère qu'il est partagé, de vous présenter aujourd'hui. Niché au cœur de l'Afrique de l'Ouest et sans aucun accès à la mer, le Burkina Faso comptabilise 61 années d'indépendance pour une république vieille de 63 ans, puisque proclamée le 11 décembre 1958 sous le nom de Haute-Volta dans le giron de la communauté française. La première république de Haute-Volta, actée par la Constitution du 27 novembre 1960, n'a vécu que 5 années, jusqu'à la chute du premier président du pays, Maurice Yameogo, le 3 janvier 1966. Alors, tout d'abord, que peut-on retenir de cette période, Pierre Claver-Yen? Merci. Prenant la parole en première position, je voudrais vraiment vous remercier pour l'opportunité que vous m'offrez encore pour échanger sur cette question d'histoire politique. Et je suis d'autant plus heureux que je le fais aujourd'hui avec M. Zoudi, qui va nous éclairer sur les aspects constitutionnels. Alors, la Première République, sa spécificité, c'est qu'elle devait jeter les fonds baptismaux de l'État-nation en construction. Mais, malheureusement, pour ce noble idéal, les voies empruntées n'étaient pas les meilleures. Parce qu'on a voulu faire l'unité nationale, absolument, à travers les partis uniques, donc les RDA. Alors, les députés ont été élus sur une liste unique, celle du RDA, et de sorte que l'évolution a été caractérisée par l'effritement progressif de la base sociale donc, du régime. D'abord, le régime de la Première République ne s'est jamais entendu avec la chefferie. Donc, ce régime combattait toute forme sociale organisée. Parce qu'il n'y a pas de capitaine dans un bateau, voilà. J'ai déjà entendu dire ça. C'est ça, surtout que le 17 octobre 1958, le Moho Naba-Kougri avait tenté un coup de force et on lui a prêté l'intention de vouloir instituer une monarchie constitutionnelle. Alors depuis lors, le président Moïse Yamogo a combattu avec une violence rare la chefferie. Il a combattu les syndicats. Parce que les syndicats, c'est une force organisée. Jusqu'à supprimer les droits de grève en 1964. Alors, il a combattu toute opposition.
l'opposition politique, soit ils étaient contraints à l'exil, comme Nazi Boni et autres, ou bien ils sont totalement muselés, ou contraints à évoluer dans la clandestinité. C'était le cas du MLN, du procès de Kizerbo, ou du PAI. Alors, je crois que la seule force qui lui restait en 1965, c'était pratiquement l'Église catholique. C'est lui-même, il était séminariste, ici du petit séminaire de Pabré. Mais quand il a convolé en juste noce pour la deuxième fois, je crois que l'Église catholique aussi s'est pas ses principes. Voilà. Alors, c'est dans ce contexte qu'en 1965, effectivement, le président a décidé donc, d'un rabattement de 20% des salaires des travailleurs, parce qu'il y avait un budget, le déficit budgétaire de 500 millions. Et c'est dans ce contexte-là que donc, il y a eu une fronde. Alors, on a voulu travailler pour unir tout le monde, mais finalement, on a uni tout le monde contre le régime. Contre le régime, et puis le soulèvement populaire est intervenu le 3 janvier 1966. Exactement. Et donc, quand on parle de cette période, les gens ne voient que le rabattement des salaires. Or, c'est plus complexe que ça. Il y a beaucoup de choses autour du rabattement des salaires. Alors, qu'est-ce que vous retenez, vous, en tant que constitutionnaliste, donc, de cette période de la Première République? Il faut dire, après ce diagnostic très bien fait par le professeur, voilà, ce qu'on peut ajouter, c'est que du point de vue juridique et constitutionnel, on avait une constitution qui consacrait ce qu'on appelait un pouvoir présidentiel. Voilà, le président était tout puissant, voilà, il concentre entre ses mains l'ensemble des pouvoirs qui sont excédents vis-à-vis du pouvoir exécutif, vis-à-vis du pouvoir législatif, vis-à-vis du pouvoir judiciaire. Donc il est plus ou moins le grand Manitou au sein de la République. Voilà. Et l'aspect historique qui fait qu'au-delà même de concentrer l'ensemble de ses pouvoirs au sein de l'organe exécutif, on a vu également qu'il y avait beaucoup de dérives du point de vue de la gouvernance. Voilà, la guerre inutile avec le Moro-Naba, voilà, la suspension de la rémunération des chefs traditionnels, l'introduction de voir flotter le drapeau national dans la cour du Moro, l'introduction d'abord les armoiries sur le véhicule officiel du Moro. Tout cela, c'était une guerre inutile. Et cela est venu s'ajouter également à la guerre qu'il a créée avec les syndicats. Ensuite, vis-à-vis de l'Église catholique, et tout cela, ce cocktail Molotov, naturellement, a conduit à une insurrection qui a mis fin à cette première République. Alors, on parle de la Haute-Volta, devenue Burkina Faso, formatée colonie française en 1919, puis démantelée en 1932. La Haute-Volta a cessé d'exister pendant 15 longues années avant que la sueur, le sang et la détermination de ses fils ne la régénèrent en 1947. Cette colonie a donc existé jusqu'au soleil des indépendances de 1960 avant de dérouler une vie républicaine en dents de scie. Alors, est-ce que vous pensez que cette histoire-là, cette histoire singulière et traumatisante a impacté la vie sociopolitique du pays? Oui, naturellement. Vous savez, l'histoire politique de notre pays est une histoire très tumultueuse. Une histoire qui a évolué beaucoup, qui a beaucoup évolué en temps d'ici. Vous voyez, de nos jours, déjà en 2011, on comptait déjà 4 régimes constitutionnels dans notre pays et 8 régimes d'exception. Mais maintenant, avec les décomptes total faits, nous sommes à 17 régimes, grosso modo, avec environ 10 régimes d'exception. On peut parler de 2 régimes transitoires avec une coloration démocratique en 2014 et puis ce qu'on est en train de connaître actuellement. Et tout cela est 5 régimes constitutionnels. Parce que nous avons connu 4 républiques, mais après la 4e république, la 4e république continue toujours, bien sûr, mais c'est notre régime qui est en train de s'exercer actuellement. Alors, tout cela n'a pas beaucoup permis une stabilité politique. Et tant qu'il n'y a pas de stabilité politique dans un pays, c'est difficile de construire également une économie viable, c'est difficile également de sceller les unions. C'est pourquoi d'ailleurs même on parle actuellement, lorsqu'on fait le bilan, qu'il faut rapidement aller vers une réconciliation pour réconcilier les cœurs et ouvrir une nouvelle page de notre histoire politique, parce que notre histoire politique a beaucoup été malmenée. Alors, ouvrez une nouvelle page. Très rapidement, vous êtes historien. Est-ce que ces faits historiques où cette République a été écartelée, puis ensuite reformatée, est-ce que tout cela a également impacté le déroulé de l'évolution sociopolitique après les indépendances? Certainement que oui, parce que les 15 années durant pendant lesquelles nous sommes
supprimés correspondent à autant de retards. Donc dans le développement des infrastructures, dans le développement des institutions politiques. Parce qu'une fois que la Volta a été démantelée, tout ce qui avait comme infrastructure à Ouagadougou, ça a été démantelé et apporté, réimplanté soit en Côte d'Ivoire, soit à Bobo-Dioulasso. Et donc, lorsque la Volta a été reconstruite, l'élite politique, prétendant vouloir faire de Ouagadougou une ville, une capitale digne de ce nom, va redémanteler certaines le tissu social, économique, par exemple, de Bobo-Dioulasso, pour faire implanter à Ouagadougou et en faire une capitale digne du nom. Digne du nom. Alors, ça fait que nous avons été en retard du point de vue du développement de l'exercice de la démocratie. Pendant que les autres avaient, avec la 3e République française, la 4e République française et les assemblées territoriales, il fallait attendre que nous, on nous reconstitue pour mettre en place ces structures-là qui allaient nous permettre d'aller progressivement vers le jeu démocratique. Mais, paradoxalement, ça nous a fait gagner du temps dans la construction, dans le nationalisme, l'idée de la nation. Parce que lorsqu'il y a eu des luttes croisées, chefferie, élite politique et tout ça, pour la reconstitution, c'est-à-dire que les gens ont vu qu'ils avaient un commun destin qui a été malmené et ils se sont battus pour restituer ce destin. Et donc, le nationalisme voltaïque est né de façon un peu plus précoce par rapport à d'autres. Et c'est ça aussi qui fait peut-être que le Burkina Faso va devenir rapidement un laboratoire. Vous voulez dire, donc on a un peu tiré les leçons du passé, malgré tout, même si après, il y a quand même des problèmes, et c'est pour ça qu'on fait ce retour sur le passé, pour revisiter un peu l'histoire, puisque après la chute de la Première République, il a fallu attendre 4 années pour renouer avec une vie constitutionnelle, notamment par l'entremise de la Constitution du 14 juin 1970, instituant la Deuxième République sous la présidence du général Aboubacar Sangoulé Lamizana aux commandes de l'État depuis le 3 janvier 1966. Mais cette Deuxième République a été suspendue le 8 février 1974. Alors, très rapidement, que s'est-il passé, hein? La parole à l'histoire. Je pense que la Deuxième République, comme d'ailleurs les autres républiques, a été victime d'un déficit de dialogue qui conduit à des instabilités institutionnelles. Parce que cette Deuxième République, vous aviez donc comme Premier ministre Gérard Kango Ouédraogo et comme président de l'Assemblée nationale Joseph Ouédraogo. Alors, c'est un problème de lutte pour le leadership politique au sein du RDA, qui n'avait pas encore perdu le pouvoir jusqu'à la Troisième République. Et ça a beaucoup joué sur la stabilité. À partir de 1972 déjà, pour faire même voter le budget, la bagarre était telle que, bon, et c'était récurrent, de sorte que, bon, à un moment donné, face à l'incapacité des acteurs civils à s'entendre, et comme ça jouait sur les institutions, le président Lamizana a décidé en quelque sorte de se faire un coup d'État à lui-même, en envoyant donc les antagonistes ou les protagonistes, je ne sais pas comment on va les appeler, dos à dos, donc, pour gérer les contradictions. C'est ainsi qu'il est resté au pouvoir, donc, à partir de 1974, comme vous l'avez dit. Il est donc resté au pouvoir, et quelle lecture faites-vous de cette étape, hein, de l'évolution sociopolitique? Ce qu'on peut également retenir, c'est que nous avons connu également cette Deuxième République qui a duré 4 ans. Voilà, de 70 à 74, la Constitution a été modifiée avec une disposition qui dit que le président serait le militaire le plus gradé, dans le grade le plus ancien. Naturellement, ça revenait à Sangoulé Lamizana. Donc, il est devenu président. Et c'est la première fois également, ce qui est important de préciser, que le Burkina Faso expérimentait un régime parlementaire. Parce que la Constitution a été modifiée. Et au lieu que ce soit le président, Lamizana qui soit le président du Conseil des ministres, c'est le Premier ministre qui est le président du Conseil des ministres. Voilà. Et là, ça renforçait le pouvoir du Premier ministre, qui en l'occurrence, naturellement, était Joseph Ouédraogo, qu'on appelait Guyo Ouédé, qui était le secrétaire général du RDA. Alors que Gérard Kango Ouédraogo, président de l'Assemblée nationale, était le président du RDA. Donc, également, ces positions conflictuelles, dues bien sûr à la guerre de succession qui ne dit pas son nom, a conduit au fait que, malheureusement,
Lamizana restait encore au pouvoir, il faut dire qu'il est resté même environ 14 ans, si on va faire un décompte total. Hein. Oui, justement, le pays a basculé finalement dans une période de transition avec un gouvernement de déception, intérimaire, toujours avec Sangoulé Lamizana qui est finalement resté aux affaires jusqu'en 1980, pilotant même une troisième république à partir de 1978 avec l'adoption de la Constitution du 27 novembre 1977. Puisque vous avez la parole, on pourrait se perdre dans ce va-et-vient constitutionnel hein, si vous ne nous expliquez pas par le menu comment les choses se sont passées. Oui, naturellement, parce que lorsqu'on fait le décompte, voilà, il a exercé à lui seul deux régimes constitutionnels et puis il a exercé à lui seul également deux régimes d'exception. Voilà, ce qui conduisait en tout à 14 années de règne. Voilà. Mais, bon, comment expliquer cela? Parce que de 1970 à 1974, c'était un régime constitutionnel normal, dû à la guerre entre les deux chefs, à savoir le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, naturellement. Il a également repris sa chose et cela a conduit également à exercer jusqu'en 1980. 1980. Mais avant 1980, il a bien sûr modifié la Constitution pour dire qu'il voulait créer ce qu'on appelle un renouveau national. C'est voilà. Ça. Ce qui a conduit naturellement en 1982, qui naturellement a conduit à un coup d'arrêt de ce renouveau avec le coup d'état du comité militaire pour le redressement et le progrès national. Avec Saïd Zerbo. On viendra à ça tout à l'heure. Alors, on se perd finalement. Il faut vraiment suivre par le menu Lamizana qui a donc piloté deux républiques, ou est resté à cheval sur deux républiques. Oui, c'est ce que je disais. La Troisième République s'explique aussi par le fait que les mêmes acteurs sont là. Et chose que je n'avais pas dit, le jeu politique à Burkina Faso est tel que, bien souvent, les partis politiques utilisent les syndicats, les organisations syndicales comme les baobabs, derrière lesquels ils se cachent pour jouer à la régulation donc, de vivre ensemble. Alors, en 1978, il n'y a pas de consensus entre les civils pour désigner un candidat au niveau des RDA. Gérard Kango voulait, et Joseph Drago voulait, le docteur Issoufou Joseph Konobo aussi voulait. Et c'est finalement eux qui ont eu recours à Lamizana comme une solution donc de consensus en attendant. Alors, il est arrivé au pouvoir et l'ingrédient c'est que rapidement on va voir le climat social tendu jusqu'à donner lieu à une grève. Une grève qui va durer 55 jours. Grève déclenchée par les syndicats nationaux des enseignants africains de Haute-Volta et le syndicat unique des enseignants du supérieur et du secondaire de Haute-Volta. Alors, avec le pourrissement de la situation, au bout de 55 jours, le colonel Cédrobo est intervenu et a renversé donc le général Lamizana. Donc c'est ça qui faisait la structure de cette république, qui se caractérisait aussi par une certaine simplification du paysage politique. Parce que sous la Troisième République, à l'issue des élections, n'y siégeaient finalement que trois partis. Il y avait les PDV-RDA, naturellement, de Lamizana, de Gérard Kango. Il y avait les Fronts progressistes voltaïques, le professeur Joseph Kizerbo, et l'INDD, Union nationale pour le développement de Makaï Ouedraogo. Donc, c'est cette explication, mais finalement, je pense qu'il faut prendre cette donne aussi, qu'on pouvait passer par les forces des travailleurs pour aboutir, et ça peut expliquer un peu les fluctuations qu'on a connues. Des fluctuations, il y en a eu. Sangoulé Lamizana a donc été à lui seul, vous l'avez dit, et en 14 années de pouvoir à la tête de 2 des 4 républiques qu'a connues à ce jour le Burkina Faso. Sangoulé Lamizana, deuxième président de la Haute-Volta, nous a quittés le 26 mai 2005, mais a quitté la tête du pays le 25 novembre 1980 à la suite du coup d'État qui porta Saïd Zerbo au pouvoir. Une fois encore donc, la Constitution fut suspendue et on entra dans une nouvelle ère, dans une nouvelle période d'exception. Naturellement, oui. Voilà. Mais il faut dire que même cette Constitution qui a été suspendue,
voilà, consacrer également ce qu'on appelle le régime parlementaire. C'est la deuxième fois qu'on expérimentait le régime parlementaire également dans notre pays. Outre la première expérimentation de 70-74, pendant que dans la sous-région, dans les pays africains, c'était un régime présidentiel fort qui s'exerçait. Le Burkina Faso, comme l'a dit le professeur Jean Convier, était un laboratoire politique qui a laissé tous les types de régimes. Voilà, ce qui nous a conduit naturellement plus tard, avec la constitution du 2 juin, plus tard on va en parler, voilà, à vouloir consacrer un régime semi-présidentiel, on va en parler. Voilà. Mais maintenant, avec le coup d'État voilà, de Césaire-Beau, qui a consacré la prise de pouvoir par le comité militaire provisoire pour le redressement et le progrès national, malheureusement n'a pas fait long feu. Voilà, parce que lui aussi il a été victime d'un coup d'État. Voilà, qui a, 2 années plus tard, quasiment. Voilà, qui a vu la fin de ce comité et la venue également du Conseil du salut du peuple avec Jean-Baptiste Ouédraogo, qui lui aussi fera l'objet d'un coup d'État par le capitaine Thomas Sankara, parce que Sankara, il faut le dire, Sankara était au cœur voilà, de tous ces deux prononciamentos. Voilà, donc, plus tard, il est revenu également prendre sa chose. Voilà, donc, il est revenu prendre sa chose. Alors, pour vous donc, le pouvoir sous Césaire-Beau se caractérisait par quoi? Puisque finalement, il a été balayé 2 années plus tard, lui aussi. Oui, et pourtant, c'est un pouvoir qui s'annonçait bien en ce qui concerne la gestion de l'État et la moralisation de la vie publique. C'est sous le CMRPN du colonel Césaire-Beau que pour la première fois, on a interdit l'ouverture des débits de boissons sur toute l'étendue du territoire national pendant les heures de travail. Et c'est sous Césaire-Beau que pour aller par exemple en Côte d'Ivoire, pour se rendre voilà, en immigration, il fallait obtenir un laissez-passer. Parce qu'on avait tellement de gens qui partaient là-bas qui n'avaient rien à faire finalement. Bon, il faut justifier que tu avais la possibilité d'y travailler avant donc de t'y aller. Avant de prendre le départ. Voilà, mais malheureusement, c'est souvent ça, hein, pour obtenir des résultats de la sorte, c'était vraiment un état d'exception qui avait supprimé les droits de grève. Il a supprimé les droits de grève et les syndicats progressistes, notamment la Confédération syndicale voltaïque de Souman Touré, il y avait une course-poursuite contre les leaders qui sont obligés de vivre donc, dans la clandestinité. Or, qui dit Touré Souman, quelque part dit Thomas Sankara, parce que c'est des gens qui ont travaillé un peu à l'ombre, préparé un peu la révolution qui a transité d'abord par les conseils provisoires de salut du peuple. Donc c'était un régime, du point de vue de l'amour pour la patrie, ça annonçait quand même... Il y avait des mesures fortes qui ont été prises. Malheureusement. Des mesures qu'on doit retrouver aujourd'hui, vous pensez? Je vois des traces. Ah, vous voyez des traces. Je vois pointer à bon, des traces. On en viendra sans doute. On a oui. connu beaucoup de périodes de déception qui sont intervenues régulièrement au détour des coups d'État successifs du 8 novembre 1982 avec le médecin commandant Jean-Baptiste Ouédraogo comme président, du 4 août 1983 et l'avènement de la Révolution populaire du capitaine Thomas Sankara, puis du 15 octobre 1987 avec la rectification du capitaine Blaise Compaoré. Entre-temps, le 4 août 1984, le pays change de nom et s'appelle désormais Burkina, la patrie de l'homme intègre pour les puristes, et plus couramment le pays des hommes intègres, avec le Faso pour désigner la forme républicaine de l'État. C'est donc, si l'on suit bien, la Troisième République qui accourt pendant tout ce temps avec des plages d'état d'exception matérialisés par différents coups d'État. Oui, des coups d'État qui ont fait quand même la part belle, par exemple, aux hommes en kaki, comme on le dit souvent. Voilà, la grande miette qui faisait éruption dans le pouvoir politique, à chaque fois, comme l'historien l'a rappelé ici, on voyait un peu la grande miette comme le dernier recours. Voilà. Mais ces éruptions, véritablement, étaient de trop. Vous avez vu que la Troisième République n'a duré que 2 ans, 80-82. Et après, c'est des régimes d'exception, Conseil du salut du peuple, ensuite le CNR, ensuite Blaise Compaoré est venu avec le Front populaire. Et dans ce Front populaire, il a mis en place un comité exécutif, ensuite un gouvernement du Front populaire, où on voyait quand même qu'il y avait beaucoup de civils. Sur 27 membres du gouvernement, c'est important de préciser qu'il y avait seulement 3 militaires.
Voilà. C'est pour également donner quand même un aspect participatif, un aspect démocratique un peu à la chose, même si au fond, c'est que c'est pas... Civilisé entre griffes le gouvernement. Voilà, civilisé entre griffes. Et ce qui est important de préciser, c'est que c'est le Fonds populaire également qui a mis en place la commission constitutionnelle, présidée par le docteur Vincent Assenier, qui a connu la naissance de notre constitution du 2 juillet 1991, une constitution qui expérimentait pour la première fois ce qu'on appelle un régime semi-présidentiel. Parce qu'après avoir expérimenté un régime présidentiel avec Moïse Miro, on a tiré les leçons, parlementaires, on a tiré les leçons 2 fois. Maintenant, on a essayé le régime semi-présidentiel. Mais en réalité, cette constitution qui devait consacrer l'équilibre des pouvoirs a plutôt, du point de vue de la pratique, exercé ce qu'on appelle un hyper-présidentialisme. Le président était tout puissant. Il était président du Conseil des ministres, chef suprême des armées. Il était président du Conseil supérieur de la magistrature. Il nomme dans les emplois civils, militaires, stratégiques. Il nomme les ambassadeurs. Donc, il y a plus ou moins entre ses mains d'énormes pouvoirs. Cela également a conduit aux multiples crises que notre régime a connues, y compris également le fait que, en 2000, avec la crise consécutive à l'assassinat de Blaise Zongo, la Constitution a été modifiée, on est revenu au quinquennat, on a également limité le mandat présidentiel à 2, et malheureusement plus tard, l'article 37 également a voulu être malmené en 2014, qui a conduit à l'insurrection. Au vu de tout cela, au départ, je l'ai dit, notre histoire politique est une histoire tumultueuse qui a été beaucoup marquée par des soubresauts politiques. Et tirant les leçons de tout ça, au vu d'un bilan que nous avons fait maintenant, que nos historiens, les juristes, les politologues ont fait, il faut naturellement qu'on tourne la page de la 4e République. Alors, vous avez un peu devancé l'iguane dans l'eau. Oui. On parlera plus brièvement de la 4e République, dans laquelle, sous le joug duquel on est encore aujourd'hui. Rapidement, pour ajouter à ce qu'il a dit, est-ce que le changement du nom du pays constitue, de votre point de vue d'historien aussi, un vrai tournant historique dans l'évolution sociopolitique du Burkina? C'est une rupture. C'est une rupture parce qu'il a paru logique au CNR que l'on puisse se donner à soi même le nom. Voilà. Et à la Haute-Volta. Ça ne disait pas grand-chose à beaucoup de gens. Il y a le colonisateur baptisait ce territoire en se référant à des hydronymes, soit à des produits, soit à des personnes. C'est ainsi que, par exemple, Cameroun, les Camerounais sont des crevettes. Parce que Cameroun, ça vient des crevettes. Voilà. Il y avait rarement des noms historiques, alors qu'il y en a fait. Comme le Dahomey, d'ailleurs, qui faisait allusion à un royaume bien donné du centre du pays. C'était peut-être l'une des exceptions dans la dénomination de l'espace. Alors, une fois l'indépendance acquise, il était logique que nous nous rebaptisions nous-mêmes. Et avec les Burkina Faso, c'est tout un programme. C'est tout un programme. La terre des hommes intègres, avec tous les changements qui ont suivi, des couleurs, de l'hymne et de la nationalité. C'est une construction linguistique que d'être burkinabé. Il y a les Burkina intègres et les Bé. Qui vient du Fulfulde. Et c'est ça, Senghor ne l'avait pas compris. Lorsqu'il a dit que non, du point de vue de la syntaxe, il aurait fallu qu'on s'appelle des Burkinais. Je crois qu'à l'époque, il a eu des réponses. Pour moi, ça a apporté dans la construction de soi-même, oui, dans la prise de conscience de son indépendance. Bon, voilà, je crois que c'est à l'instar de toute la révolution même, ça a été une période de rupture. Rupture positive. Une période de rupture positive, dites-vous. Alors, on va enchaîner avec la 4e République, puisque Wilfried Zoundi a un peu devancé l'iguane dans l'eau, comme je l'ai dit. Pour vous, comment est-ce que vous avez vécu cette 4e République qui vit depuis 30 années maintenant et plus? Ça veut dire quand même que c'est une république qui marche, ou en tout cas, où les signaux, où ce qu'on y a mis permet de construire quelque chose et qui a tenu le temps plus de 3 décennies. Oui, la 4e République inaugurait en quelque sorte une ère de renouveau démocratique. Après tout ce qu'on a connu, les états d'exception avec aussi quand même les séquelles de crimes économiques, de sang, d'impunité. C'est pour cela que l'accouchement de la 4e République n'a pas été aisé. Lorsqu'on voit les premiers projets de constitution,
il était question même que le chef de l'État désigne un certain nombre de députés. Bon, ça, les soucis de conserver, mais finalement, à l'arrivée, ça n'a pas été le cas, même si ça a été plus ou moins pallié par la Chambre des représentants, parce que la 4e République, au départ, était bicamérale. C'est ça. Donc, elle a duré parce que c'était l'occasion pour le peuple burkinabé de solder certains aspects négatifs de son passé pour aller de l'avant. Et c'est ça que le peuple a tenté, l'opposition. C'est la période d'effervescence, c'est le printemps des organisations de la société civile, des partis politiques, et ils avaient voulu donc qu'on puisse se réconcilier. Mais la réconciliation telle qu'elle s'est passée était un rendez-vous manqué, il faut le dire, puisque la lecture que le pouvoir en a eue n'est pas la même que les organisations associatives. Et on a raté cette conflit. Mais les gens croyaient qu'à force donc d'insister, bon, de toute façon, personne ne voulait encore retourner dans les séries d'états d'exception, et puis c'est qu'on a vécu. C'est ça aussi qui, psychologiquement, explique que, quelque part, la 4e République ne pouvait que durer. Mais comme la contradiction est demeurée sur la nécessité de se réconcilier, sur la nécessité donc de l'alternance et de bien des choses, de lutter contre l'impunité, et comme il n'y a pas eu d'entente, c'est ça qui fait que finalement la 4e République est passée donc, à côté avec la grande insurrection populaire, comme si l'histoire était un serpent qui se mordait la queue de 2014. Alors justement, en 2014, on aurait pu penser que la transition de 2014-2015 aurait pu servir à changer de république. D'ailleurs, cette offre était présente dans l'agenda politique. Cette 4e république qui est venue en 1991 a été matérialisée donc par l'adoption de cette nouvelle constitution, mais une constitution, vous l'avez souligné tout à l'heure, qui a été révisée à plusieurs reprises, bistourisée parfois selon les envies du moment, mais qui reste encore aujourd'hui, 31 ans après son adoption, la loi fondamentale du Burkina. Oui, la loi fondamentale qui a une longévité incroyable, parce que 31 ans, comparativement aux autres constitutions, 6 ans, 4 ans, 2 ans. C'est pourquoi d'ailleurs on se pose la question, est-ce que plus de 30 ans après, si on définit la constitution comme le socle sur lequel se bâtit la démocratie, le socle également qui consacre le pacte de renouveau social, le contrat social. Est-ce que le contrat social du Burkinabé de 30 ans après est toujours le même que le même contrat social qui doit exister depuis belle lurette? C'est pourquoi, du point de vue historique également, nous pensons également qu'il faut naturellement aller à une nouvelle constitution. Oui, mais quand vous dites cela, on peut également demander pourquoi aujourd'hui changer de république, puisque celle-là a résisté au temps. On connaît des constitutions dans les pays développés, de grandes traditions démocratiques où les constitutions ne sont pas révisées depuis des siècles. Et pourquoi alors changer de constitution? Pourquoi ne pas simplement apporter les retouches nécessaires pour modifier ce qu'il y a à modifier et continuer avec, puisque finalement, on sait tirer les leçons de nos erreurs du passé, on sait modifier ce qu'il faut modifier, on sait par quoi on est passé, on sait ce qu'on veut projeter pour demain. Pourquoi est-ce qu'on doit changer de république? Votre question est très pertinente. Pourquoi changer de république? Vous savez que depuis l'histoire du Tadjaché, du président nigérien Tandja, le Conseil constitutionnel a dit que, d'abord, pour aller à une nouvelle constitution, il y a des éléments qui doivent figurer. Il y a ce qu'on appelle le fait extra-constitutionnel, tel qu'une insurrection, un coup d'État, qui peut justifier un nouveau contrat social pour aller sur de nouvelles bases. Et le Burkina Faso, depuis 2014, a connu une insurrection, a connu un coup d'État avec Guinguéré, a connu une transition en 2015, a connu encore un nouveau coup d'État avec Damiba. Il y a au moins 4 faits extra-constitutionnels qui justifient quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et que cette constitution mérite quand même que nous tournons la page pour aller à une nouvelle république. Parce qu'il y a une décision du Conseil constitutionnel également béninois qui dit que pour aller à une nouvelle république, il faut naturellement une nouvelle constitution. En 2015, nous avons modifié la constitution pour rendre avec le Conseil national de transition. Bien sûr, le Conseil national de transition. Pour solidifier ou sacraliser, comme on disait, la limitation des mandats. La limitation des mandats. Entre autres. Hein. Entre autres, pour également constitutionnaliser l'autorité supérieure de contrôle d'État pour lutter contre la corruption. Pourquoi? Vous savez qu'en 2000,
le président Blaise Compaoré a mis en place une commission Vérité, Justice et Réconciliation. Une commission dont le collège des sages également a sorti un rapport. Et dans le dit rapport, la question de l'impunité est une cause de crise sociale. Il y avait la question de l'impunité, il y avait la question également de l'inéquité dans la répétition des ressources nationales, il y avait la question également de l'injustice. Et au vu de tout cela, en 2015, nous avons essayé de constitutionnaliser l'autorité supérieure de contrôle d'État. Nous avons également diminué le pouvoir du président du FASO, qui est depuis président du Conseil supérieur de la magistrature, parce que nous voulons une justice indépendante. Parce que la justice, c'est le dernier rempart des citoyens lorsque tout est perdu. Oui. Et tout cela nous a permis de fonctionner plus ou moins normalement, mais c'était une révision à minima, mais il fallait quand même une révision globale, une révision du fond. C'est pourquoi, naturellement, avec la recommandation également de la Commission de réconciliation nationale mise en place en 2015, le président Kaboré a mis en place la Commission constitutionnelle qui nous a permis... Présidée par Maître Alidou Ouedraogo, dont je faisais partie également avec 91 autres membres. Nous avons, voilà, entre 2016 et 2017, accouché d'une constitution qui, quand même, pour la première fois également, voilà, diminuait véritablement, consacrait véritablement ce qu'on appelait véritablement un régime semi-présidentiel. Voilà, le président du FASO, il ne nommait plus, comme il l'est à la poste, les hautes personnalités, parce qu'il doit passer devant l'Assemblée nationale. Et le Premier ministre, même s'il est nommé, il doit passer devant l'Assemblée nationale pour présenter son discours de politique générale qui doit être adopté à la majorité absolue des députés avant qu'il soit investi. Avant qu'il soit investi. Bon, on va revenir rapidement sur ça, mais je voudrais entendre l'historien sur cette question. Est-ce que vous aussi, vous sentez, vous jugez de l'opportunité de changer de république aujourd'hui? Ça aurait dû être fait pendant la transition 2014-2015. Ça n'a pas pu être fait. C'est toujours dans les tuyaux. On en parle encore aujourd'hui. Vous pensez qu'il faut changer de république? Honnêtement, je pense que pour des raisons psychologiques, il nous faut une rupture. Parce que, il faut une nouvelle rupture. Il faut une deuxième rupture. Une nouvelle rupture. Parce que on n'arrête pas de penser. J'ai dit, bon, je vais être un peu les choses. Les fantômes des états d'exception, et même un peu dans la 4e République, continuent de hanter les nuits des gens. Et j'ai l'impression qu'il faut quelque chose, une rupture, un choc, mais le préalable de cette rupture, il faut la réconciliation. Je veux qu'il y ait une réconciliation qui devance la République afin que la réconciliation soit constitutionnalisée. Il faut qu'on ait une vraie réconciliation. Est-ce que la réconciliation nationale, est-ce que ce n'est pas un peu abstrait tout ça? Comment vous jugez de la réconciliation nationale? Elle ne peut pas se faire en 1 an, en 2 ans. Et puis, je ne sais pas si cela vous a échappé ou non, mais le gouvernement actuel a inversé les entités au niveau de ce département. On ne dit plus ministre d'État chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, mais plutôt ministre d'État chargé de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale. Ça veut dire que clairement, dans la tête ou dans l'agenda du nouveau pouvoir, il faut d'abord faire la cohésion sociale avant de parler de réconciliation nationale. En tout cas, si j'ai compris la démarche. Et si la démarche, elle est positive. Parce que la réconciliation, il ne faut pas qu'on la limite seulement aux bagarres des hommes politiques et à ce qui s'est passé au sommet. La réconciliation doit se faire aussi à la base. Et cette réconciliation, elle est permanente, elle doit être structurelle. Parce que c'est le problème à la base souvent qui amène au déchirement du tissu social. Nous avons tellement de conflits communautaires, de plus en plus encore. Nous avons des contradictions entre les peuples. Le vivre ensemble est malmené. Si on ne travaille pas en faveur de la cohésion sociale, si on n'a pas la cohésion sociale, et on fait un acte politique fut-il fort au sommet de réconciliation, je crois que la question restera entière. La question restera entière, mais il ne faut pas que la question reste entière. Il faut qu'on trouve des solutions pour avancer sous cette 4e République entamée avec la Constitution approuvée par référendum le 2 juin 1991 et formellement adoptée le 11 juin 1991 au gré des changements intervenus depuis 2015. Le Burkina a déjà connu 6 présidents
Blaise Compaoré jusqu'au 31 octobre 2014, puis Yacouba Isaac Zida, Michel Kafando, Gilbert Diengere, Roch Kaboré et Paul-Henri Damiba au pouvoir depuis le 24 janvier 2022. Alors, il y a tant de choses à dire sur cette 4e République qui consacre aussi l'ouverture du Burkina à la démocratie sous la pression et la réalité de la géopolitique du moment, avec notamment le discours de la Baule, la chute du mur de Berlin, ayant entraîné la dislocation du bloc de l'Est. Nous reviendrons sans doute de façon plus spécifique sur cette question, mais rappelons tout de même que cette constitution a été révisée à 6 reprises, notamment en janvier 1997, en avril 2000, en janvier 2002, en avril 2009, en mai et en juin 2012, et enfin en novembre 2015. Finalement, Wilfried Zundi, la 5e République annoncée, pendant la transition de 2014-2015 n'est toujours pas au rendez-vous. Un projet a bien été adopté par une commission constitutionnelle, mais jamais soumise à référendum, jusqu'au renversement le 24 janvier dernier du président Roch Kaboré. Il faut dire que c'est dommage, voilà, parce que tous les arguments concourent au fait qu'il faut une nouvelle rupture, il faut un nouveau contrat social. Et la commission constitutionnelle était très représentative. Nous avons les élites jusqu'au secteur informel qui étaient représentés dans cette commission, y compris les forces de défense et de sécurité. Et on a accouché quand même d'une constitution très innovatrice. Une constitution quand même qui scellait quand même un nouveau pacte social. Mais en temps, la donne sécuritaire entrant en ligne de compte, malheureusement, a changé l'ordre hiérarchique des priorités, ce qui a naturellement retardé l'adoption de cette constitution. Au départ, le chef de l'État avait dit qu'on allait l'adopter par référendum, par voie parlementaire, pour économiser le coût. Or, notre constitution ne prévoit pas l'adoption d'une constitution par voie parlementaire, sauf si on modifie la constitution. Et cette modification également implique certaines conditions. Ou, naturellement, il fallait aller par la voie référendaire. Parce que d'ailleurs, toutes les constitutions ici au Burkina Faso ont toujours été adoptées par voie référendaire. Donc c'est fondamental de le rappeler. Et cette constitution, quand même, est très innovatrice dans ce sens que du point de vue politique. On dit que ce n'est plus le président du Faso qui détermine les grandes orientations de la politique de la nation, mais il les fait en conclave avec le Premier ministre. En cas de non-consensus, c'est le Premier ministre qui détermine. Donc, on voit déjà que le président du Faso voit ses pouvoirs plus ou moins atténués. On glisse un peu vers les éléments du régime parlementaire. Il ne peut plus nommer comme il le veut. Quand il nomme à des postes stratégiques, l'intéressé doit passer devant l'Assemblée nationale pour qu'on vérifie non seulement sa compétence, sa capacité, son intégrité, avant maintenant qu'il soit véritablement nommé. Il y a beaucoup d'innovations. Maintenant, devant le Conseil supérieur de la magistrature, tout citoyen peut porter plainte directement contre un magistrat envers lequel il soupçonne des cas de maladresse, par exemple, et puis directement saisir le Conseil constitutionnel d'une peine. Donc beaucoup de droits, même je crois que l'eau aussi a été constitutionnalisé, le droit à l'eau et tout ça. Il y a 200 articles dans cette constitution de la 5e République adoptée par la commission pilotée par Alidou Ouedraogo. 200 articles, on dit que c'était la constitution la mieux élaborée pour le Burkina. Malheureusement, cette constitution n'est pas adopté, le référendum n'a pas eu lieu. Initialement, il était prévu d'adopter cette constitution donc par voie référendaire, mais les consultations avec la classe politique débouchent sur l'option plus consensuelle d'un référendum populaire, et de report en report, le projet est toujours dans les tiroirs. Il était question de le soumettre à référendum en 2021, sans doute en couplage avec les élections municipales, elles aussi finalement reportées. Est-ce que vous avez pris connaissance des contours de cette 5e République projetée par cette constitution-là, une commission constitutionnelle à laquelle a participé donc Wilfried Zundi, et est-ce que, de votre point de vue, c'est une avancée notable par rapport à tout ce qu'on a connu jusque-là? Je fais foi à ce que disent les spécialistes. On dit que si le poisson sort de l'eau et vous dit que le caïman a mal à l'œil, il faut y croire. J'ai vu des extraits, mais je n'ai pas tenu le texte intégral. Le texte pour l'analyser à ma façon. Je ne sais pas, c'est des aspects pour lesquels je suis très incompétent.
Mais je pense, je me dis, qu'il y a trop de problèmes en suspens qu'il faille résoudre. La question de la dévolution du pouvoir, qu'elle soit donc par la voie des urnes ou d'autres, en tout cas, il faut régler de façon définitive, et seule une nouvelle constitution, je pense, peut permettre de régler de façon définitive la question de la dévolution au pouvoir. Sinon, il faut revoir la question de la chefferie. Ouais, cette question a d'ailleurs été posée au cours des débats de la commission constitutionnelle, mais elle n'a pas pu être tranchée, malheureusement. N'est-ce pas, Wilfried Zondi? Oui, puisque en son temps, les chefs coutumiers ont préféré le statu quo. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Je pense que la donne a changé avec l'évolution des débats. On constate qu'eux-mêmes, ils ont intérêt à ce qu'ils aient un statut particulier à l'instar de certains pays tels que le Ghana, la Côte d'Ivoire, etc. Ça a leur faveur du point de vue de leur place au sein de la République, de mon point de vue. Alors, Pierre Claver-Yen, il faut régler cette question de la chefferie coutumière. Oui, il faut la régler. Bon, c'est vrai que c'est un phénomène... Bon, la question de la chefferie est peut-être la question la plus complexe que nous avons, l'élite politique, à rencontrer dans notre cheminement. Parce qu'elle a souvent été combattue, mais on a souvent été la rechercher pour des questions de mobilisation électoraliste. Il y a actuellement un ministère des Affaires coutumières et religieuses pour cette période de transition. Une bonne idée selon vous? Bon, pour moi, je connais, c'est un ami qui a été nommé à ce poste. Issaka Soubrema. Je profite de le féliciter. Mais je pense qu'on aurait pu faire un peu plus simple. On aurait pu créer, par exemple, une direction générale ou un secrétariat aux affaires coutumières et religieuses qui dépendraient du ministère donc, de la cohésion sociale, de la cohésion sociale et de la réconciliation. Et de la réconciliation. Pour la simple raison que le dialogue interreligieux, c'est pour concourir à quoi? C'est pour concourir à la réconciliation. Moi, j'aurais vu les choses un peu plus simplifiées, et parce que, comme ça, c'est une patate chaude. Parce que dès lors qu'on touche aux religieux et aux coutumes, ça devient très, très compliqué. Par contre, ça peut être géré dans le cadre d'une plus large perspective. Bon, mais on va voir. On va voir ce qui va se faire pendant cette transition. Et donc, cette constitution est venue pour corriger un certain nombre de choses. Mais la constitution, elle est restée en l'état. On n'arrive toujours pas on n'est pas parvenu à l'adopter. La transition en cours ambitionne, elle aussi, d'assurer, je cite, un retour à une vie démocratique portée par une nouvelle république au service des idéaux et aspirations profondes du peuple. Fin de citation. C'est bien inscrit dans les objectifs et missions de la charte de la transition qui va donc enterrer la 4e République. Est-ce à dire, selon vous, Wilfried Zondi, que le projet initial porté par le régime précédent doit être jeté à la poubelle pour la rédaction d'un nouveau projet constitutionnel? Ce sera dommage. Ce sera du gaspillage inutile. L'État, c'est une continuité. Et la Commission constitutionnelle a fait un travail formidable. Voilà, on peut également convoquer encore cette commission constitutionnelle qui peut faire des retouches dans le cadre également de l'adaptation aux circonstances actuelles. Parce que le général de Gaulle disait que la Constitution, ce n'est pas seulement des tests, ce n'est pas seulement des institutions, c'est également un esprit. Voilà. Est-ce que l'esprit qui prévaut actuellement est en phase avec cette nouvelle Constitution qui doit consacrer une nouvelle République que nous souhaitons très pérenne? Oui ou non? Sinon, passer par perte de profit. Ce projet de Constitution, c'est un gâchis incroyable. Et je pense que la transition ne ferait pas cette erreur. Alors, Wilfried Zondi était membre de cette commission. On peut dire que c'est parce qu'il était membre qu'il s'exprime ainsi. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a un projet qui est là, 200 articles. On parle d'avancées spectaculaires au niveau de ce projet. On parle d'une nouvelle constitution donc, qui va mettre en œuvre une nouvelle république, qui va actionner une nouvelle république. Faut-il, oui ou non, prendre pied, prendre exemple, prendre appui sur ce qui est déjà rédigé et qui n'a pas pu être adopté par référendum, ou faut-il au contraire laisser tomber ce texte et en écrire un autre? Je pense que tout pouvoir a un droit d'inventaire, c'est ce qu'il est venu trouver. Et donc, il est toujours difficile d'arriver et de prendre les choses telles qu'elles sont et de les appliquer. Je crois qu'ils ont parlé de refondation. La refondation... De restauration. Et de restauration. La restauration, ça aussi consiste en une relecture aussi
de ce qui existait, pour que, quitte à, bien sûr, à convoquer les personnes compétentes, mais voici le nouveau paradigme. Et par rapport à ça, quelle touche on peut apporter à ce texte? Moi, je suis souvent... Ce qui me déçoit souvent, c'est qu'on imite un peu trop ce qu'on est venu trouver. Vous m'avez parlé du ministère donc, des affaires coutumières et religieuses. Et je vous ai donné mon point de vue. Et je vous aurais donné un autre point de vue si on avait rattaché ce ministère-là à la cohésion sociale. Il lui était, à mon avis, plus simple et plus cohérent de ne pas fusionner la sécurité à l'administration territoriale et à la décentralisation. C'est toujours trop lourd à gérer dans un contexte où nous voulons le retour des personnes déplacées. Il y a l'aspect sécuritaire qui est déjà très, très, très compliqué et qui occupe suffisamment son titulaire. Mais la question civile, l'aspect civil, c'est-à-dire la décentralisation, l'administration, qui fait que si on amène les populations, il faut bien les administrer. Il faut des administrateurs pour les faire. Oui. Bon, donc, mais quand on vient, on reprend tout. Moi, je suis épais à dire, non, ils ont le droit d'inventaire, de relecture, donc de ce qu'ils ont trouvé, pour vraiment, le cœur net, agir. D'autant que rien ne se perd, rien ne se crée et tout se transforme. Mais rapidement, on va peut-être terminer avec ça. Qu'est-ce que vous attendez, Wilfried Zoundi, de cette 5e République projetée? Qu'est-ce que vous souhaitez voir là-dedans? Qu'est-ce que ça doit changer fondamentalement pour le Burkina? D'abord, pour la forme, c'est important de préciser que les membres représentaient toutes les couches de la société. Il y avait même des militaires, il y avait les chefs coutumiers religieux. Et c'est important de le souligner. Il y avait même le secteur informel, il y avait les paysans. Et là, vous parlez de la commission constitutionnelle qui a siégé. Tout à fait. Dont on n'a pas pu adopter le texte. Mais maintenant qu'on parle toujours d'une 5e République, qu'est-ce que vous attendez? Ce que j'attends véritablement, il faut que véritablement on consacre pour toujours et à jamais la voile démocratique au-delà du discours de la bolle de 1990. Que plus jamais il n'y ait encore des pronunciaments ou des coups d'État dans tout le pays parce que ça met le pays en retard. Et même s'il faut, il faut que nous réfléchissions sur des cas d'impeachment où on peut destituer le chef de l'État sans avoir besoin des armes, sans avoir besoin de la force, mais par la voie démocratique. Si on estime qu'il n'est pas à la hauteur de la attentes, ou bien on a fait un mauvais casting, ou bien il y a eu erreur sur la personne. Mais dès lors qu'il y aura toujours l'irruption de l'armée au sein de notre République, on va toujours reculer en arrière, 100 ans en arrière. Parce qu'on l'a expérimenté maintes fois, environ 10 fois, mais on est toujours en train de faire du surplace. Deuxièmement, il faut véritablement que notre armée soit républicaine et apolitique. Nous avons consacré dans la Constitution de la 5e République le caractère républicain et apolitique de l'armée. Il faut également qu'il y ait un statut. On retrouve ça dans la prochaine Constitution. Oui, elle est bien écrite, mais il faut qu'on mette cela, un point d'honneur sur ça. Également sur le statut de la chefferie coutumière et traditionnelle. Le professeur a bien fait de le rappeler. Les chefs coutumiers, lorsqu'ils font irruption dans le jeu politique, ils forcent les règles du jeu démocratique. Parce qu'un chef coutumier, ça s'attend avec ses sujets. Et lorsqu'il donne des orientations politiques, ça force le principe d'égalité des citoyens. Et, c'est comme on de préciser, on dit que les chefs coutumiers doivent être apolitiques. Mais vous savez que le gouvernement, il est politique. Dès lors qu'on nomme un chef coutumier aux affaires coutumières et religieuses, c'est véritablement politique. Évidemment, j'attends la feuille de route du président, du Premier ministre, pour savoir quelle est la motivation de ce portefeuille ministériel-là. Des affaires coutumières et religieuses. Rapidement, on va terminer avec vous, Monsieur Yen. Qu'est-ce que vous attendez de la prochaine constitution, de la prochaine République du Burkina? La 5e. Encore sans être spécialiste des questions, c'est comme je l'ai dit, il y a des questions qu'il faut solder de façon définitive. La question du mandat, durée des mandats présidentiels, par exemple. Ça, il faut régler ça de façon définitive. La question de la chefferie, il faut trancher. Parce que le problème des chefs, c'est quoi? C'est que je connais un chef qui m'a dit que lui ne veut pas s'asseoir et son palefrenier, parce qu'il est devenu député, va venir s'asseoir à la maison et les convoquer. C'est-à-dire que tant qu'ils n'auront pas un statut qui leur permette de tenir leur rang avec dignité, vous n'allez pas les empêcher de jouer dans le jeu politique parce que ça leur permet d'être au moins à égalité avec leurs sujets. Donc ça, il faut des questions. La réconciliation. Il faut, quand je dis déconstitutionnaliser la réconciliation, dans ce pays, je vois, il y a des gens à la première réconciliation qui a avorté, ils ont été dédommagés. Et de temps en temps, ils reviennent, les mêmes personnes. Ah, on a été victime de ça, on a été victime de ça. Vous voulez qu'on vous dédommage combien de fois? Alors, ça manque d'honnêteté, tout ça. À un moment donné, la Constitution fasse en sorte
que c'est les éternels rancuniers qui aient affaire à la loi et non le contraire. Si on a soldé, on a dédommagé, bon, maintenant celui qui continue à attiser le fait, à exacerber la rancune, c'est lui qui doit répondre à la loi. Sinon, on ne s'en sortira jamais. On ne s'en sortira. Se faire dédommager, c'est victimiser, devenir un métier. Et si on ne fait pas attention, on ne s'en sortira pas. Donc, voici un certain nombre d'éléments que je pense qu'il faut solder. Comme je n'ai pas lu les textes, je ne veux pas parler au risque de faire des redites. Si vous aurez le temps de lire le texte, voilà, vous aurez le temps, je pense, on aura le temps de revenir sur ces questions qui nous préoccupent tous, hein, oui. Pour le bien de la République. C'était une leçon d'histoire aujourd'hui sur Périscope, mais on a parlé d'un pays. C'est un pays, Haute-Volta hier et Burkina Faso depuis le 4 août 1984, qui a mal à ses 274 400 km² après plus de 63 ans de vie républicaine, 61 années d'indépendance, 8 coups d'État, 4 républiques, 10 présidents, dont 7 militaires. C'est de ce pays, cher à Joseph Kizerbo, à Philippe Zenda Kabore, à Daniel Wezen Koulibaly, à Gérard Kango Ouedraogo et à bien d'autres, mais également à nous tous, dont nous avons parlé aujourd'hui dans cette émission. Un pays qui doit regarder encore et encore le miroir de ses plus de 100 années d'histoire et questionner la vie sociopolitique de ces 6 décennies d'indépendance, au cours desquelles il a été dirigé tour à tour par Maurice Yameogo, Aboubakar Sangoulé Lamizana, Saïd Zerbo, Jean-Baptiste Ouedraogo, Thomas Sankara, Blaise Compaoré, Yacouba Isaac Zila, Michel Kafando, Gilbert Diendéré, Rochmac Christian Kabore et maintenant Paul-Henri Sandaogo Damiba. Oh les cœurs, nous tous, Yirgou nous regarde, Arbinda fouette nos mémoires endormies, Solhan nous interpelle, Inata nous invite à l'action. Les personnes déplacées internes pleurent, les veuves et les orphelins nous questionnent, nos ancêtres se retournent dans leur tombe. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève votre émission Périscope numéro 158 qui recevait pour vous Pierre Claver-Yen. Il est maître de recherche en histoire. Merci pour vos éclairages. Merci, c'est moi. Également sur le plateau de Périscope aujourd'hui, Wilfried Zumdi, juriste constitutionnaliste. Merci pour vos éclairages. Merci pour l'invitation. C'est Abibata Clarisse Sawadogo Benao que je remercie qui a assuré la réalisation de ce numéro de Périscope. Elle était assistée de Aminata Peggy Sanogo au son, Ismaël Amadou au cadre, Idrissa Diallo à la diffusion. Mes invités et moi-même avons été maquillés par Viviane Dipama. Merci aussi à Jean Fofana du service technique, Valérie Zongo à la production, Didas Diallo et Hassan Bourou au montage, Théophane Ouedraogo à la programmation, ainsi qu'à toute l'équipe de la rédaction de Burkina Info. Merci à Ismaël Diallo pour sa fidélité à cette émission, ainsi qu'à vous tous qui m'honorez de vos précieux encouragements. Merci et prenons soin les uns des autres, tout en prenant également date pour le prochain numéro de Périscope, même jour, même heure, sur la chaîne qui vous donne les clés du monde.